Bon. Mais du coup, juste la petite question en fait que j'aurais pu garder. Mais là, si tu es en train de mettre sur le coup ton gars de RFI et tout, tu as dit que tu étais timide. Tu es prête à gérer la célébrité? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. Je souffre de... Je crois que c'est un nom en plus, le fait d'avoir peur de la célébrité. Non, absolument pas. Vraiment, absolument. Mais D'accord. je suis dans une phase où j'essaye de sortir de ma zone de confort. Et j'ai quand Mhm. même eu le temps de process l'info. Qui voulait produire le podcast et que l'objectif, c'est de le faire connaître à plus de personnes. Donc, ça m'a Mhm. pris un peu de temps de process l'info et de l'accepter. Mais non, je ne suis pas prête. Si effectivement beaucoup plus de gens l'écoutent et que ça devient un podcast à succès, je sais absolument pas comment je vais gérer ça. Ça me fait peur parce que du coup, je vais avoir vraiment l'impression qu'il y a des gens qui ont des attentes. En tout cas, que le podcast est attendu plus que déjà. Parce que j'ai quand même 2-3 personnes qui me disent oui, tu nous sèvres, ça fait longtemps, pourquoi tu as disparu. Bon, Mhm. 2-3 personnes, j'arrive à gérer. En plus, ce sont des proches en général. Mais si ça prend une autre dimension, je sais absolument pas comment ça va se passer. Dans ce cas, enfin, pourquoi tu mettrais pas un pseudo pour éviter que les gens fassent un lien directement avec toi, même si j'imagine que la moitié de la population reconnaîtra ta voix? De quelle population? Que qui la connaît Bah, d'abord? les followers. Pour l'instant, ce sont tes proches. Peut-être que dans 2 matins, tu vas appeler Alain Foka sur ta chaîne ou un truc comme ça. Tu pourrais avoir beaucoup plus de followers d'un coup, quoi. Bah, ça dépend, ils vont me follow. S'ils viennent me follow sur Twitter, moi je m'en fous. Ils verront que quand il me manque un grain ou deux. S'ils viennent me follow sur Instagram, ils seront déçus parce qu'ils verront que je poste pas des masses. D'ailleurs, c'était un des sujets, il fallait peut-être que je commence à faire du personal branding et tout, mais Voilà, j'ai un très peu de bien. mal. J'aime vraiment l'expression œuvrer dans l'ombre. Et c'est pas moi la Exactement. star du podcast, ce sont les invités en fait. Enfin, après, en même temps, je me dis qu'on parle de célébrité parce qu'il y a les réseaux sociaux. Sinon, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'œuvres comme ça qui se sont faites dans l'anonymat complet, hein. Oui, Donc, je pense pas être la première, je suis pas précurseur de quoi que ce soit. Après, peut-être à l'échelle nationale, parce que je trouve que les langues sont trop liées sur des sujets qui comptent et qui touchent. Donc peut-être à l'échelle nationale dans ce format-là, parce que la vérité c'est que le podcast c'est pas encore un format très adapté au Gabon et que je ouais. pense que la plupart des gens qui me connaissent et qui écoutent ne vivent pas au Gabon. Maintenant, si ça prend, s'il y a plus de gens qui écoutent, si ça a plus d'impact, bah tant mieux. Je ne pense pas que ma vie va changer, donc On ne sait pas encore. On ne sait encore. on ne sait pas encore. Du coup, bonjour à tous. Vous écoutez The Little Voice in My Head, le podcast. À épisode 17, je suis avec Astrid, que je vais laisser se présenter. Bonsoir Astrid. Bonsoir André. Comment... Alors, bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est la question qui tue, parce que c'est là où les gens se... C'est aussi une question de départ de conversation. La partie se présenter. Donc, qui es-tu? Alors, je m'appelle Astrid, j'habite au Congo, à Pointe-Noire. Je suis une jeune mère et ouais, je crois que c'est à peu près tout, hein. Tu nous caches ton âge. Je demande. On m'a toujours dit que c'est indiscret, c'est indiscret. Oh là là. J'ai Ok. dit que j'étais une jeune mère. Il y a déjà un Il y a indice des jeunes mères de 12 ans, ma chère. Et des jeunes ça mères de 56 ans. va. Du coup, c'est pas grave. Astrid nous cache son âge. C'est pas bien grave. Comment tu vas? Bah, écoute, je vais très bien. Je vais très très bien. Je suis super excitée de tester ma première expérience podcast. Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. Tu as le droit de me poser une question. Normalement, tu as déjà gré ton joker, mais tu as le droit de me poser une question. Ce n'est pas une obligation. Et voilà. Alors, j'ai quand même une petite question. J'ai bien réfléchi à ne pas poser celle qui me venait à l'esprit tout à l'heure. Donc, ma question pour toi, ce serait quelle est la vision de ton podcast en fait? Et enfin, quelle est la prochaine étape? Je sais pas comment dire. Quel est l'objectif de ton podcast? L'objectif, la vision, la prochaine étape. Je pense que je le dis assez souvent. L'objectif de mon podcast, c'est que les gens puissent écouter des histoires qui leur ressemblent, de personnes qui leur ressemblent, parce que très souvent, on a l'impression de vivre des choses seul de son côté, et on s'enferme en fait dans ce qu'on vit, que ce soit un épisode triste, compliqué, frustrant ou joyeux même. Et c'est bien dommage parce que les gens nous ressemblent beaucoup plus que ceux que l'on ne croit. Après, j'ai vraiment envie d'ouvrir la discussion, le dialogue sur des sujets
dont je discute en privé avec des personnes et qui pour moi mériteraient d'être partagées aux autres parce que je suis presque sûre que des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes vivent la même chose. Après, j'ai pas la prétention qu'autant de gens écoutent le podcast, mais quand à chaque épisode j'ai une personne au moins qui vient me dire j'ai écouté cet épisode et ça m'a beaucoup parlé, ça me fait penser à moi, j'ai vécu la même chose, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur le fait déjà que d'autres personnes vivent la même chose et qu'il y a des options auxquelles moi j'ai pas pensé. Moi c'est suffisant quoi. Maintenant la prochaine étape pour moi, je ne sais pas parce que je me suis pas posée là. Pour l'instant je veux clôturer la saison 1 correctement. Après avoir disparu pendant plusieurs semaines, je me donnais le challenge de poster un épisode toutes les semaines du mois de décembre. Une fois que ce sera fait en 2024, je vais essayer de repenser sur ce que je veux passer comme message, sur les sujets que je veux aborder. Il y a eu beaucoup de freestyle alors qu'il y a beaucoup de thématiques que j'avais déjà listées, des gens que j'avais contactés pour aborder ces thématiques, des gens qui ont disparu, des gens que j'ai pas recontactés. Donc je veux vraiment qu'il y ait une portée personnelle, sincère, de partage et faut que je réfléchisse à comment le faire mieux. Donc voilà. Très bien, C'est bon, ça ma me va. réponse te satisfait? Oui, j'ai largement le temps de prendre tous les éléments pour voir un peu. Alors, est-ce que tu veux me faire des propositions? En termes de sujet, oui, je pourrais, ouais. Et puis sache que tu pourras revenir autant de fois que tu veux. Soit dit en Ouh là passant là quoi. là. La porte du podcast sera toujours ouverte. Il n'y a pas de souci, merci d'avance. Du coup, moi aussi j'ai une question. Là tout de Oh, suite, que te dit la petite voix dans ta tête? oula. Là, tout de suite, la petite voix dans ma tête, bah, elle me dit pendant les, les prochaines minutes à venir, lâche-toi, entre guillemets, parle. Donc, je vais parler. Parce que tu as l'habitude de pas te lâcher dans la parole? Bon, je suis quelqu'un qui suis assez bavarde de nature, mais c'est surtout que j'ai pas mal de réticence avec tout ce qui est public. Donc, effectivement, Ah, mais là tu euh, es foutu. bah, exactement. Je fais comme toi, je sors de ma zone de confort, C'est super. je me jette. C'est un bon exercice en tout cas. Et c'est souvent surprenant. Déjà, on se surprend soi-même de réaliser à quel point on est prêt à se montrer fragile, à assumer et à porter fièrement sa fragilité. Et on est surpris des réactions, des retours des gens. Et rassuré même des fois. On se rend compte qu'on n'est pas fou, qu'on n'est pas seul. Et c'est rassurant en tout cas. Donc voilà, j'espère que tu feras profiter de cet épisode à des gens autour de toi qui t'auront pas forcément entendu parler en tout cas de la façon dont tu parleras avec nous ce soir. Enfin avec moi, avec nous, avec les gens qui nous écouteront. On verra tout ça à la fin de l'épisode d'abord. Ça va bien se passer, t'inquiète. Du coup, Astrid, tu nous as dit que tu étais une jeune mère. Ouais. Une jeune mère de combien d'enfants? Ils ont quel âge? Non, je vais pas demander leur prénom, faut pas abuser. Bah alors, j'ai l'habitude de dire que je suis une jeune mère de 3 enfants, dont 2 filles vivantes et un qui n'est plus de ce monde. Ma première fille a 9 ans, la seconde a 7 ans et le dernier aurait dû avoir 4 ans cette année. Est-ce que tu te sens de nous expliquer ce qui s'est passé avec le dernier? Alors oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ce que tu allais dire tout à l'heure, c'est qu'on a décidé de parler du sujet du deuil périnatal. Ce qui s'est passé dans mon cas, le deuil périnatal, c'est la perte du nouveau-né. Surtout, n'hésite pas à poser des questions parce que sinon, je vais partir dans la narration qui peut prendre un petit moment. Mais juste pour faire bref et pour introduire le sujet, j'étais enceinte il y a 4 ans et j'ai accouché d'un petit garçon qui est mort 2 jours après sa naissance, encore à l'hôpital. Donc ça, c'est pour la faire. J'ai peur de poser des questions qui sont un peu débiles, mais est-ce qu'il y avait une origine médicale? Alors, une origine médicale, en fait, non. D'ailleurs, c'était un peu ça le plus dur pour moi. C'est que je suis rentrée chez moi et j'avais pas de raison. En fait, disons que le petit garçon est né et il est né avec une détresse respiratoire. En gros, il respirait pas très bien. Le truc, c'est que j'ai accouché par césarienne. Donc, quand tu accouches par césarienne, le premier jour, en fait, tu es encore complètement sous l'effet de l'arachie-anesthésie. Donc, en fait, on me prend mon bébé et on me l'emmène
dans le service néonatologie, pardon, qui est dans un autre hôpital voisin. Donc j'y vois plus grand-chose en fait. Ce que je comprends, ce que je reçois comme information, c'est qu'on est en train de faire pas mal de recherches pour savoir en fait qui se passe. Il y a juste, je comprends juste qu'il souffre d'une infection bactérienne et on cherche en fait de quelle bactérie il s'agit pour lui administrer le pan d'antibiotiques. Mais on ne trouve pas. En fait, avant de recevoir les résultats de toutes les analyses, en fait, l'enfant meurt parce que il est encore en détresse respiratoire, il faut le réanimer. On a essayé de le réanimer 2 ou 3 fois, mais au bout d'un moment, disons qu'ils ont arrêté d'insister parce qu'il risquait de se retrouver avec de graves lésions cérébrales. Donc ils ont arrêté de vouloir le réanimer. Comment tu te sens à l'annonce de son départ? Déjà, Euh, comment... J'ai vraiment peur d'être... Non, 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 vas-y. Non, je C'est pas sais, pour mais... répondre, donc, déjà que je puisse en parler comme ça et faire des phrases sans qu'il se passe rien, c'est que ça va quand même. J'ai fait beaucoup de pas en avant. Donc tu peux y aller. Comment tu te Euh, sens au moment de l'annonce? alors au moment de l'annonce, c'est rigolo parce que donc comme je dis, il est mort au bout de 2 jours. Donc quand tu subis une césarienne, il faut savoir que tu te redresses au bout du troisième jour. Et effectivement, la cicatrice, elle fait tellement mal que tu peux pas en fait. Sauf que moi, premier jour, on m'explique. En fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que j'ai mon téléphone à côté de moi et dessus, je suis sur le même groupe WhatsApp que mes frères et sœurs. Et quand je suis allée à l'hôpital, il y avait ma sœur. Donc elle, en fait, elle communique avec mes frères et moi, de temps en temps, j'arrive à jeter un œil et à lire ce qui se passe. Mais on me dit pas grand-chose, en fait. Je comprends quand elle sort de l'hôpital avec l'enfant, quand ils partent avec les médecins, on cherche à lui administrer une poche de sang, on lui fait un certain nombre de prélèvements pour vérifier un certain nombre de choses parce qu'on se rend compte qu'il a une anémie sévère. On se rend compte que derrière, il y a des signes d'infection bactérienne, tout ça. Donc, tout ça, moi, je suis allongée dans un lit sous perfusion et je ne peux pas quitter de mon lit tant que je n'arrive pas à me redresser et tant que j'ai pas fait un gaz. Ça paraît ridicule, mais si tu n'as pas Non, mais fait on sait... d'écho, Enfin, ouais. pour avoir eu des proches qui ont accouché par césarienne, je sais. Mhm. Donc non, en fait, sur le coup, ça paraît ridicule. En fait, je dis, putain, je suis cloué, il y a à cause d'un gaz. Mm. Alors qu'en temps normal, ça sort comme ça gratuitement, n'importe quoi. Et donc, du coup, le premier jour, donc, je laisse l'effet de l'anesthésie partir. Et après, du coup, je m'efforce à me lever et tout. Et je me mets à à marcher dans la chambre et dans la chambre et dans le couloir pour essayer de déclencher ce fameux gaz. Parce que vu que j'ai déjà coché la première case, c'est-à-dire se tenir debout, j'essaye de faire mon gaz pour pouvoir sortir. Je marche toute la nuit, en fait, je dors pas. Et à 6 heures, vers 6 heures, je sais que le docteur va arriver. Donc là, je sens que paf, il y a le petit truc le petit gaz qui s'échappe. Je me dis, bon, c'est bon, donc là, je suis prête, je vais pouvoir demander à aller voir mon fils. Et là, le docteur arrive dans ma chambre. Donc il y a le docteur qui arrive, il y a un autre médecin qui est un ami de la famille, on va dire. Et il y a ma sœur qui est là, qui dit rien. Donc il rentre et là, il me pose des questions. Comment ça va? Est-ce que tu as dormi? Je lui dis vraiment là, je suis prête. Je dois aller voir mon fils parce que j'ai marché toute la nuit, j'ai fait votre gaz, tout ça. Donc quand est-ce que je peux y aller? Il me dit, ah, mais c'est très bien que j'ai fait ton gaz et tout. Mais par contre, il va falloir que tu sois forte parce que le petit n'a pas survécu. Moi, je lui dis, mais tu racontes n'importe quoi. Qu'est-ce que tu... De toute façon, je te parle pas à toi. Et là, je me retourne vers ma sœur. Je me retourne vers ma sœur et là, je vois qu'elle bouge pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me regarde, elle fait un signe de la tête et là, je comprends que c'est sérieux, en fait. Il est vraiment que, en fait, non, il est pas. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je m'effondre, genre, quoi. Peut-être ça a dû prendre 5 minutes, hein. J'ai pleuré 5 minutes et après, est-ce que je peux le voir? Donc, on me dit oui, que je peux aller le voir et tout. Ils sont assez conciliants. On me met dans l'ambulance pour m'emmener dans l'autre hôpital. Quand j'arrive là-bas, évidemment, il y a tout le monde qui pleure et tout. Donc, bon, je me retiens de pleurer parce que j'ai pas forcément envie que tout le monde pleure. J'ai envie de voir mon fils. En fait, j'ai pas envie de pleurer avec tout le monde. J'ai envie de voir mon fils d'abord. Il y a tout le monde qui pleure et tout. Quand j'arrive, ça s'arrange pas. Du coup, je me laisse accompagner par le médecin jusqu'à la salle où est l'enfant. Et c'est là qu'on me tend mon fils. Il y a
la nurse qui me le tend, il est encore emmitouflé dans les vêtements que j'avais prévus pour lui et tout. Elle m'explique quelque chose que je n'entends pas en fait. Elle parle à côté de mon oreille, elle m'explique je sais pas quoi, blablabla. Moi je regarde mon fils et je me demande pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as pas voulu rester? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? On devait rentrer à la maison ensemble et tout. Enfin bon, je me pose tout plein de questions, je le regarde parce que j'ai envie de garder son image dans ma tête. Bon, j'ai pas de mon téléphone à ce moment-là pour le prendre en photo ni rien. Je me dis j'aimerais bien capturer son image pour m'en rappeler. Et ça dure 4 minutes parce qu'elle m'explique que on va venir le chercher dans 4 minutes pour aller l'enterrer. Son père avait décidé qu'en fait, on nous avait laissé le choix, soit de l'enterrer dans une semaine, soit de l'enterrer tout de suite. Et son père avait décidé de l'enterrer, avait choisi de l'enterrer tout de suite. Au bout de 4 minutes, je lui redonne le bébé et puis je retourne à l'hôpital parce qu'il me reste encore une journée d'observation avant d'en sortir. Donc sur le coup, en fait, je suis un peu... Je serre les dents parce que il y a tout le monde qui s'effondre autour de moi et j'ai pas envie que tout le monde pleure autour de moi. C'est un peu surprenant comme réaction, mais je m'inquiète plus pour son père, je m'inquiète plus pour ses sœurs, je m'inquiète plus pour les autres. Que, Mais à ce moment-là, que je pour me dis, toi-même. bon, ouais, que pour moi, je me dis, ça va aller, il va falloir être forte pour les autres, pour éviter que tout le monde s'effondre et tout. Mais même à ce moment-là, tu te dis que tu dois être forte pour les autres. Ouais, à ce moment-là, je sais qu'au début, en fait, je me suis dit, il y a plein de gens qui viennent me voir en pleurant. Je leur dis, mais non, pleurez pas, ça va aller, ça va aller. On sait pas trop ce qui s'est passé, on finira par savoir. Mais C'est toi qui réconforte les gens, en fait. ouais, c'est bizarre, c'est assez bizarre. Bon, je pense que c'est peut-être parce que ça m'était jamais arrivé d'avoir tout le monde qui pleure pour moi comme ça. Je t'avoue que j'ai pris le temps de me poser beaucoup de questions entre-temps, hein. Donc si tu as l'impression que quand je te réponds, c'est le résultat d'une analyse, c'est pas faux. Non, mais Mais j'ai envie de dire, c'est normal et c'est une bonne chose que tu aies pris le temps de te poser toutes ces questions-là, de revivre de revivre en tout cas ce que tu as. Non, c'est pas que tu as revécu ce que tu as vécu, mais c'est plus que tu as pu. Je vois ça comme une espèce, c'est pas la sorcellerie, hein, comme une espèce de projection astrale, tu vois, où comme tu te mets comme un observateur d'une scène que tu as vécue. exactement. Ouais, c'était important. C'était vraiment important. Enfin, en tout cas, j'ai eu le temps. Donc, ouais, au début, ça, c'est vraiment la première phase. Je crois que ça fait partie des différentes étapes du deuil, hein. Peut-être que j'étais encore dans le déni, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, au début, je me dis non, ça va aller, c'est rien. Enfin, c'est quoi la phase d'après? Est-ce que je les connais par cœur? Je sais même pas. Non, C'est pas la non, c'est pas le principe, c'est pas que tu me donnes les différentes étapes du deuil. la phase d'après. Alors, au début, je rentre dans le déni, puis après, enfin, je rentre dans le déni, je pense. C'est comme ça que je l'ai un peu. Je pense que c'est du déni parce que tu réalises pas encore, en fait. Tu te dis, c'est pas grave. Et puis après, en fait, je rentre à la maison et là, tous les jours, je me mange des claques, en fait. Tous les jours, je douille. Donc d'abord, je rentre. C'est quoi les claques que tu te prends tous les jours? Alors, tous les jours, tu te prends des claques parce que tous les jours, tu te rends compte que, meuf, tu devais rentrer avec un bébé. Il n'est pas là, en fait. Déjà les douleurs de la cicatrice? Même pas. Même Alors, pas? non, 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 parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment j'ai pas envie de dire le cadet de mes soucis. En fait, tu rentres à la maison. Si tu veux, moi, j'ai un truc assez particulier. C'est que quand je suis enceinte, mais dès les premiers jours, je fais une projection. C'est-à-dire, je suis enceinte de 2 semaines, mais moi, je la vois déjà à la rentrée scolaire, tu vois. Mm. Je vois déjà le diplôme, le bac, enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment, je l'attends, moi, l'enfant. J'attends l'enfant, je me projette. Donc, effectivement, là, en plus, c'était mon premier garçon. Donc, autant te dire qu'il était très attendu. Donc, les derniers jours avant mon accouchement, j'avais tout mis en place et tout. J'avais même fait une playlist. Oh waouh. Je m'étais créé une playlist, je lui apprendrais de la bonne musique et tout. Pendant mes derniers jours de congé maternité, c'était prévu. J'avais préparé le berceau. Et, ben, forcément, après, comme toute maman, hein, j'ai préparé, il y avait le sac, il y avait ses vêtements, il y avait la layette et tout, tout, tout. Donc, tout était
prévu. Et quand tu arrives, en fait, au départ, tu te dis, bon, écoute, il n'est pas là, ça va aller. Mais en fait, non. Tu te lèves le matin, tu as le berceau en face de toi, il n'est pas dedans. Tu vas dans la salle de bain, tu avais préparé des serviettes, des trucs, tout le matériel, il est là. Tu te rappelles qu'il n'est pas là. Et après, tu commences à te poser des questions. Pourquoi il n'est pas là? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais pu faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ça c'est la partie quand tu es toute seule. Sinon, il y a la partie quand tu es avec les gens aussi. Les gens qui viennent au début pour te souhaiter leurs condoléances. Ça, pour moi, c'est un exercice assez difficile. J'ai vraiment vécu ça de manière assez particulière parce que tu as juste envie qu'on te foute la paix. Et là, je le dis vraiment le plus sincèrement possible. Tu as envie qu'on te foute la paix pour que tu pleures ton enfant, en fait. Que tu trouves le moyen de... Non, en fait, moi, à ce moment-là, je me disais, j'aimerais qu'on me montre réellement qu'il est parti. J'aimerais pour pouvoir trouver le moyen d'entrer en contact avec lui. Je veux mon fils, en fait. Donc, tu dis, j'ai envie de rester dans ma chambre à pouvoir pleurer et je ne sais pas par quel moyen retrouver mon fils. Mais tu as des gens qui arrivent tous les jours, qui viennent te raconter des choses, des trucs genre Dieu a donné, Dieu a repris, euh, bon, tu en feras d'autres, des bébés, tu es encore jeune, des trucs qui sont pas forcément très réconfortants, en fait. Tu as les parents qui viennent, qui te défilent, et là, en fait, ça, c'est la partie qui est un peu douloureuse parce que bon, il y a certaines traditions ou certaines cultures qui chacun réagit un peu à sa manière. Mais par exemple, moi, mon père, je me rappelle qu'il me disait, je lui ai demandé comment est-ce qu'on fait le deuil d'un enfant comme ça de 2 jours. Et il me dit, oh, il avait que 2 jours, on fait pas de deuil pour ça. Et je lui dis, Waouh, c'est dur, Pouf. c'est Je te dur. jure. Mais lui, il le dit avec un naturel pas possible, quoi. Mais moi, là, il m'a juste tailladé en 10, quoi. On ne fait pas de deuil, donc tu as l'impression que... Et en fait, c'est vrai, on ne fait pas de deuil des enfants de... En fait, tout le principe de veiller qu'on a habituellement, et tout, où les gens sont là, ils pleurent avec toi, Hmm. toi, tu l'as pas. Tu as des gens qui viennent te poser des questions auxquelles tu n'as pas envie de répondre. Donc, en fait, j'avais l'impression de me regarder donner le change. Donc, il y en a qui sont là, faut que tu sois forte, faut que machin. Et moi, je sais même pas quoi dire. J'ai la bouche qui répond toute seule, qui dit oui, d'accord, merci, oui, d'accord, merci. Mais tu as juste envie de dire, barrez-vous vite, en fait, j'ai autre chose à faire. D'ailleurs, Genre, j'allais te demander, enfin, mais tu l'as dit en fait, à ce moment-là, tu as besoin qu'on te laisse tranquille. Qu'on te ouais, laisse faire un deuil qu'on ne t'autorise même pas à faire dans les oui, mécanismes de deuil que tu connais. exactement. Et Tu as envie, que la question que je vais te poser, c'est comment est-ce que tu aurais voulu qu'on t'accompagne, qu'on te soutienne? Qu'est-ce que les gens auraient pu faire pour te soutenir? Mais bon, tu as dit qu'il fallait qu'on te foute la paix. En fait, c'est assez paradoxal. Alors, c'est vrai qu'au début, les premiers jours, je t'avoue qu'il se passait un truc assez particulier, c'est que je dormais pas bien. Chaque fois que je m'endormais, j'avais l'impression de me faire réveiller par des pleurs de bébé. Donc, je sais pas si c'est encore l'état de choc, je pense que c'est ça. Mais en fait, c'est comme si tu avais l'impression que tu pouvais encore le rattraper, même si physiquement, c'est pas possible, en fait. Donc, tu te dis, j'ai juste envie d'aller trouver le moyen de me recueillir, d'aller trouver le moyen de comprendre ce qui s'est passé, en fait. C'est passé trop vite. Ça s'est passé trop vite. Tu n'as pas eu le temps de comprendre. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu as d'abord envie d'avoir un ton pour toi où tu veux comprendre. Et après, effectivement, si on avait dû m'accompagner, parce que moi, quand je rentre à la maison, je sais pas ce qui s'est passé. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai quelques bribes d'informations, mais je sais pas pourquoi l'enfant il est mort. Parce que déjà, il est dans un autre hôpital, mais ensuite, le service néonatologie, là, c'est un service où il y a personne n'a le droit d'entrer, aucun membre de ta famille n'a le droit d'entrer dedans. Donc, les gardes malades sont dehors et on vous appelle, oui, on a besoin d'une couche, on a besoin de ceci. Donc, en fait, tout ça, là, ça te laisse dans le doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Pourtant, j'ai fait toutes mes visites jusqu'à la fin et tout allait bien et tu comprends pas. Et après, ben, tu as envie qu'on pleure avec toi. Tu as envie que les gens viennent pleurer avec toi. Tu as envie que les gens t'accompagnent dans la douleur, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a manqué. Est-ce que les choses ne sont pas faites du coup de façon inversée? Les gens ont d'abord pleuré avec toi? Ouais, certainement. C'était pas au bon moment. En fait, les gens ont d'abord pleuré. Est-ce que c'était avec moi? Ils ont d'abord pleuré. Moi, j'ai pas pleuré à ce moment-là. Et après, ils sont partis. Et je pense que c'est au moment où les gens s'en vont que tu commences à réaliser réellement que tu douilles. Les gars, oh, j'ai besoin d'aide. Est-ce que tu as su la demander cette aide? J'ai essayé. Disons que c'est- c'était pas forcément compris. Après, peut-être que c'était pas forcément bien formulé aussi. Je sais pas.
Mais j'ai essayé mais je l'ai pas demandé à tout le monde. Disons que en fait, aujourd'hui, avec un certain recul, j'ai compris les choses différemment. Parce que, si tu veux, à l'époque, j'ai pas demandé d'aide aux gens autour de moi. Je me suis surtout retournée vers mon conjoint parce que j'étais persuadée que c'était le seul qui pouvait vraiment comprendre, en fait, ce que je pouvais ressentir. Mais bon, je pense qu'il était pas dans les il a eu beaucoup de mal à À vivre son deuil, lui, de son côté. voilà, donc en fait, il a même eu beaucoup de mal à m'accompagner. Déjà, je pense qu'il avait du mal à vivre son deuil de son côté, mais il a eu beaucoup de mal à m'accompagner dans ce sens aussi. Donc ça a pas forcément aidé les choses. Sur le coup, tu te sens un peu délaissé, tu te sens un peu seul. Et ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, ta peine à toi, ta douleur à toi, elle est tienne, en fait. Les gens, ils ont beau... Parce que j'avais quand même quelques amis, quelques sœurs qui venaient régulièrement passer du temps avec moi pour me demander des combats et tout, mais j'avais l'impression que c'était pas... T'étais pas Je sais assez. pas. En fait, j'avais l'impression qu'on parlait pas le même langage. Que tout ce que je pouvais leur dire, c'était pas compris, en fait. Tu dis, j'ai besoin de ça, et on te dit, mais non, il faut que tu comprennes que tu dois faire le deuil. Oui, mais en dehors de faire le Tu deuil, avais, tu enfin, avais besoin de quoi, par exemple? alors, je sais que ce qui m'a le plus peiné, c'est que j'ai eu l'impression que c'était important pour personne. Dans le sens où, bah, déjà, je n'ai pas eu de veillée. Au niveau des parents, on n'en a pas parlé plus que ça, puisqu'effectivement, au bout de 2 ans, au bout de enfin, pour un enfant de 2 jours, on fait pas de deuil, donc c'est fini, quoi. Limite, après, on te dit: «Bon, on passe à autre chose», quoi. Donc c'est comme si, limite, j'avais pas le droit de pleurer mon enfant, pendant plus de 2 mois, quoi. C'est comme si je sais pas, c'est comme si c'était en fait, j'avais l'impression que la terre tournait pour tout le monde sauf pour moi. Je comprends totalement. Et je dis: «Mais en fait, tout le monde est retourné dans ses occupations quotidiennes, mais les gars, allô, j'ai perdu un enfant et personne ne sait pourquoi». Je sais pas, est-ce qu'il y a pas quelqu'un, enfin, j'aurais voulu une réaction, en fait. J'aurais voulu que quelqu'un aille s'en prendre au corps hospitalier ou au corps médical ou que quelqu'un, je sais pas, je voulais une réaction, en fait. Je t'avoue que je sais pas trop quoi, hein. Pour te dire, je sais que juste après, je me suis retrouvée à discuter, avec le mari d'une collègue qui avait elle aussi perdu son enfant, mais c'était à cause de mauvais conseils sur mauvais conseils de la gynécologue. Il disait: je vais porter plainte parce que ça va pas se passer comme ça, mon enfant est mort». Et là, je me dis: «Bah tiens», tu vois? C'est Ça ce que pourrait être j'attends. J'attends que les gens se oui, battent. exactement, ça pourrait être une piste, que quelqu'un se batte, qu'on fasse quelque chose. Mon enfant peut pas être mort comme ça pour rien. On l'a enterré et puis c'est fini. Enfin, c'était pas un prêt à jeter, quoi. C'était un enfant. Mais non, mais vraiment, à ce moment-là, j'avais juste pas le recul. Mais effectivement, tu t'embourbes facilement dans des idées noires, dans des raccourcis faciles, Mais à ce moment-là, qui peut te demander d'avoir un recul? Je suis pas sûre qu'il y ait... Il n'y a pas de recul à avoir à ce moment-là. Bah, les gens, ils s'attendent à ce que tu comprennes, en fait, hein. Les gens, ils s'attendent à ce que tu comprennes, à ce que tu lâches prise, à ce que tu t'accroches à une idée, du genre, Dieu a donné, Dieu a repris, donc Je déteste cette phrase. exactement. Je la déteste aussi, mais juste à cause de ça, hein, juste à cause de ce truc-là où tu te dis: «Mais Dieu a donné, Dieu a repris», mais non, en fait. Pourquoi il donne pour reprendre? Et puis c'est pas son mode de fonctionnement, enfin bon. Donc Est-ce que tu commences à avoir des réponses de la part du corps médical? Est-ce que... non, parce qu'en fait, ils savent pas. Ils savent pas du tout ce qui s'est passé, en fait. Si tu veux, alors, si on doit entrer dans le détail, mon bébé est allé en néonat, il est allé en néonat le premier jour, donc il arrive à l'hôpital. On se met d'abord à chercher des poches de sang. On trouve des poches de sang plusieurs heures après, et on le garde à l'hocpital. Au début, on parle d'anémie sévère, donc on le met dans une couveuse. On lui fait un test, je crois. Je suis devenue vachement un peu plus scientifique, hein, après cette expérience. Donc, donc on lui fait un test pour vérifier, pour regarder pourquoi est-ce qu'il a une anémie. On le met sous photo, je sais plus trop quoi là. En tout cas, il le garde un moment et je sais qu'en fait, on lui fait un antibiogramme pour justement vérifier quelle est la bonne bactérie qu'il a et lui administrer le bon antibiotique. Et je sais que le lendemain matin, on devait lui faire un prélèvement de la moelle épinière. Donc j'étais un peu en stress dans ma chambre quand j'entendais ça parce que je me dis, il est petit comme ça, on va lui faire un prélèvement comme ça. Est-ce que c'est pas un peu délicat? Et le matin, en fait, c'est là qu'il fait des crises cardiaques, en fait. Donc l'antibiogramme, on n'a pas eu le retour. J'ai pas eu le retour. Du coup, on n'a pas fait de prélèvement.
Et on a tous pensé c'est qu'il y avait une infection bactérienne. Mais qui vient d'où? Aucune idée. Tout allait bien, l'enfant, le cœur battait bien, tout ça et vraiment, j'étais loin d'imaginer que je pouvais traverser ça, quoi. C'était pour moi, c'était du tout cuit, quoi. C'était je pousse, enfin même pas je pousse, c'est plus que c'est une césarienne donc Mmh, à la limite, tu attends, quoi. mmh. Et en plus, j'ai eu enfin, j'avais de la chance parce que, j'avais pas de contraction. Donc vraiment, ça s'est passé, comme au cinéma, quoi, hein. Tu te poses, tu attends, tu regardes et au bout d'une demi-heure, tu avais ton enfant livré. Mais, on te laisse sortir et on te dit rien. Je sais qu'à un moment, je suis, allongée à l'hôpital et il y a la sage-femme qui rentre dans ma chambre qui me dit: «Mais on peut pas l'évacuer?» Et là, je me dis: «Mais l'évacuer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Non, non, rien» et elle ressort. Et là, je me mets à cogiter, je dis: C'est de «Mais non, mais malade. je te jure, je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe dehors?» Elle me parle d'évacuation, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien, hein, je suis dans la chambre, sous anesthésie, je grelotte. Je me dis: «Mais qu'est-ce qui se passe là-bas?» et tout. Donc je me rappelle même que le premier jour quand je me redresse, les médecins, ils annoncent qu'on va le garder 3 4 jours, quoi. Donc je me dis: «Bon, c'est un petit problème». Le premier jour, on en rigole même, quoi. Mmh. Mais le deuxième jour, bon, la situation s'est dégradée dans la nuit, quoi. Mais je commence à avoir des réponses, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Parce que déjà, en fait, quand je rentre à la maison, donc il y a d'abord la réalité de la maison qui me rappelle que j'ai perdu mon enfant. Ensuite, l'extérieur, tout le monde me demande, «L'enfant va bien?» L'enfant parce que j'avais un ventre qui était tellement pointu que personne, tout le monde dans le quartier savait que je tenais un enfant, en fait. Mmh mh. Donc comment va l'enfant? Comment va l'enfant? Comment va l'enfant? Donc une fois sur 2 tu dis: «Bah, il est mort», là tu plombes l'ambiance. Une fois d'après, tu dis: «Bon, j'ai pas envie d'expliquer encore, d'avoir quelqu'un qui va me regarder avec toute la pitié du monde». Tu dis: «Il va bien. Ah, il va bien, félicitations. OK, au revoir». Tu continues ton chemin et c'est vachement dur. C'est ce que j'appelle des claques au quotidien, en fait. Ouais, je vois. Au moment où tu as l'impression d'oublier 2 secondes et pire encore quand je reprends le boulot parce que du coup, on a dû retrécir mes congés maternité vu que j'avais pas eu d'enfant, C'est vu ce qui qu'ils se avaient fait? en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. On m'a dit de revenir un peu plus tôt. C'est horrible. Non, c'est horrible. Effectivement. Donc j'ai repris et le truc, c'est que à mon étage, à mon bureau, il y avait 2 collègues qui étaient enceintes aussi et du coup, elles étaient super mal à l'aise pour moi. Elles étaient super mal à l'aise, donc elles osaient pas trop parler de leur départ en congé maternité, elles savaient pas trop comment me parler. Et je crois que la partie la plus dure, c'était que, ma sœur, elle était enceinte aussi en même temps que moi, donc elle essayait de passer beaucoup de temps, de venir me voir le plus souvent possible pour, savoir comment j'allais, mais en même temps, avec son gros ventre, c'était Ouais. super difficile pour elle, quoi. J'essayais de pas y penser, mais c'est des petites claques, en fait. C'est juste là. C'est des grosses, je trouve, hein, quand même. C'est pas des toutes petites claques, quand même. En tout cas, c'est clair que tu te manges ça tous les jours, OK, d'accord, j'ai pas oublié. Donc à un moment, quand j'ai commencé à beaucoup trop ruminer, je me suis dit: «Bon, bah, je vais chercher quand même», je rencontrais les médecins pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais bon, je me suis rendu compte qu'ils avaient que des hypothèses, personne ne savait vraiment, ce qui avait bien pu se passer. On était tous d'accord sur ils étaient tous d'accord sur une infection bactérienne, mais qui venait d'où? Il y en a qui ont proposé d'autres pistes. Est-ce que c'était un problème de cœur? Mais non, si c'était un problème de cœur, on l'aurait vu avant qu'il naisse. On a fait des échographies régulièrement. Et en plus, pour être encore super prévenante, je me faisais suivre par un gynéco et une sage-femme, enfin dans 2 endroits différents, disons. Disons qu'il y a un hôpital où on laissait la main à la sage-femme et j'allais dans un autre centre médical, celui relatif à ma société, où là-bas, c'était le gynéco lui-même qui suivait. Donc je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'avais loupé, quoi. À ce moment-là, tu te dis que c'est forcément un truc que toi, tu as fait. Exactement. Tu te dis: «C'est moi, c'est moi, j'ai loupé quelque chose, j'ai fait quelque chose de travers, qu'est-ce que j'ai fait?» Mais je te jure, tu te poses des questions, mais jusqu'au moindre petit détail. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Est-ce que j'ai mal parlé à quelqu'un? Est-ce que, je sais pas. Est-ce que Parce que pour toi, ça aurait pu être le résultat du mauvais œil. Bah, écoute, clairement, enfin après on sait jamais, enfin tu vraiment tu te c'est alors Par contre, que je te le dise bien, c'était pas judgmental quand je te pose la non, question. non, non, pas du Ah, tout, pas OK. du tout. Mais en fait, on est dans un environnement où tu as tout ça forcément que tu dois prendre en compte, donc tu peux pas faire comme si ça existait pas. Alors juste, quand je rentre à la maison, du coup, quand les parents viennent me voir et tout, donc d'abord les parents, donc effectivement mon père qui me dit qu'il y a
pas faire de deuil. Il me dit que c'était probablement c'est mystique et tout. Donc bon, tu l'écoutes comme ça. J'ai une tante qui arrive qui dit c'est pas les sorciers. Elle vient dire il faut pas penser à la sorcellerie, faut pas penser à la sorcellerie. Je dis tu penses mais pourquoi toi tu en parles? Tu me dis ça. Et après, en fait, après tu as d'autres collègues, d'autres amis qui arrivent, qui t'expliquent un peu leur expérience. Tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui vivent ce genre de choses, en fait. «Ah, moi, j'ai vécu ça l'année dernière, moi aussi, je l'ai perdu, machin». Il y en a qui viennent après, qui te posent des questions: «Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui machin?» Je dis: «Bon, tu viens satisfaire ta curiosité, toi, tu viens pas» Tu c'est viens pas me soutenir, toi. exactement. Donc en fait, tu as vraiment plusieurs trucs et là, effectivement, tu te poses des questions. Tu as les médecins qui te disent: «Oui, machin, est-ce que c'est pas possible que ce soit aussi une incompatibilité au niveau des groupes sanguins, machin?» Je dis: «C'est pas possible». En fait, c'est vrai qu'ici, à aucun moment, on m'a demandé mon groupe sanguin, quoi. Donc effectivement, pourquoi est-ce que je l'ai pas demandé? Comment j'aurais pu savoir? Et où est-ce que j'aurais dû aller? Est-ce que c'est le mauvais œil? Est-ce que Incompatibilité de groupe sanguin avec qui? avec le papa?» Mais s'il y avait incompatibilité de groupe sanguin, ça aurait pas été détecté? Bah, il aurait fallu qu'on l'analyse, il aurait fallu qu'on le voie, il aurait fallu qu'on le cherche, quoi. On l'a pas cherché. Donc, alors, pour le truc encore plus marrant, donc moi, je suis O+, et son papa est AB+. Donc, il se trouve que ma première fille est B+, ma deuxième fille est A+. Super. Donc, Et parce que tu sais, quand tu disais que on cherchait des poches de sang, je me suis ouais. dit, mais pourquoi on n'est pas allé directement chez les parents, quoi? Bah, moi, je peux pas déjà parce que je suis sur le lit d'hôpital et il fallait et AB+, bah, c'est pas du tout c'est le groupe sanguin radin. Non, c'est le groupe sanguin radin. Qui Il ne est donne à reconnu personne. radin, mais il donne à personne. Voilà, c'est exactement ça. Donc si tu veux, nous 2 on était un peu, voilà. Ok. Donc Je te coupe, mais avec le recul, du coup, qu'est-ce qui te permet de traverser, en fait, cette épreuve? Déjà, est-ce que tu estimes que tu as traversé l'épreuve? ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, tu sais, je peux en parler, sans être en colère, sans insulter qui que ce soit, c'est que pour moi, c'est la preuve c'est la preuve que j'ai traversé ça. Parce qu'à un moment, effectivement, après, une fois que tu as cherché et que tu as rien trouvé, tu tombes dans un épisode de colère, Tu en veux à la terre entière. exactement, tu en veux vraiment à la terre entière. C'est vraiment une grosse leçon de vie pour moi parce que je suis passée par des étapes que je ne soupçonnais même pas. Tu vois, par exemple, il y a un moment où les gens aiment bien dire oui, c'est dans la difficulté qu'on reconnaît ses vrais amis. Dans la difficulté, on reconnaît ses vrais amis. Et en fait, je me suis rendu compte que tu n'as même pas besoin de les chercher, en fait. Je sais pas si c'est la colère ou il se crée un filtre. Il se crée juste un filtre naturel. Je me suis rendu compte que je recevais des messages de condoléances et tout, machin, mais ceux que je considérais comme des amis qui m'ont pas écrit, j'arrêtais systématiquement de leur parler. Je pouvais passer devant toi, je te parlais pas, mais je faisais pas exprès. C'est après, je me dis, tiens, j'ai dit bonjour à tout le monde, mais lui, j'ai pas dit bonjour, pourquoi? Puis, merde, peut-être ça. Et je me suis dit, non, on va pas faire ça. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là, de toutes ces idées noires où tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vis en fait? Pourquoi je suis là? Et je peux pas abandonner mes enfants, je peux pas abandonner mon fils comme ça. Je l'ai mis au monde, je l'ai attendu et puis je l'abandonne, c'est pas possible. Tu commences vraiment à rentrer dans des idées noires. En plus, quand tu vas voir les médecins, ils te disent mais voyons, t'es pas encore retombée enceinte là? Mais ça fait bientôt 3 mois. Mais qu'est-ce que t'attends? Putain. Il dit bon, vu ce que vous avez fait avec le dernier, j'ai peut-être pas envie de vous confier le suivant. Moi, ce que j'ai fait réellement j'ai cherché un compromis pour pouvoir traverser ça. J'ai cherché un compromis. Il fallait que je parte. Il fallait que je parte parce que bon, je me suis dit là, je vais pas tenir. Je vais pas tenir. J'avais beau poser des questions à mes parents, ils savaient pas quoi me répondre. Machin, il faut que tu tiennes bon. Ouais, mais non, c'était pas possible quoi. Tu passes tes journées à chialer au bureau. Tu as le temps de pleurer en fait parce que j'étais sur un poste. Forcément, quand tu tombes enceinte, à un moment, on te met dans un espèce de petit placard Mm. où on te donne plus grand chose à faire, donc tu as le temps de ressasser. Donc tu pleures au bureau, tu pleures à la maison, tu pleures la nuit. Non, c'était plus possible. Je me suis dit, non, à cette allure-là, je vais me foutre en l'air, ça va pas le faire. Donc il fallait que je parte, mais sans pour autant aller loin parce que j'avais quand même mes 2 autres enfants sur lesquels il fallait que je veille, quoi. Bien sûr. Donc, ma solution à moi, ça a été de travailler en rotation, de monter sur plateforme. Je vais me dire que j'ai démissionné. Non, tu rigoles. J'ai quand même encore besoin d'un peu d'argent. Du coup, tu t'es mise
À faire des rotations des 28-28. Exactement. Bon, si j'avais démissionné, je me serais retrouvée encore plus coincée là où je voulais pas rester coincée. C'était pas le bon choix. Donc effectivement, tu te retrouves dans un milieu complètement masculin. Tu sais pas du tout comment ça marche. T'as que des hommes. T'as aucune femme enceinte qui va se gêner parce que bah, elle sait pas trop comment parler de sa grossesse avec toi. Tu as personne qui va te parler d'enfants. Tu as pas de... On retient que les hommes, entre eux, ne parlent pas d'enfants. Ah bah en tout cas très peu, hein. Très peu, je peux en témoigner. Je peux en témoigner, hein. Au début, tu reçois beaucoup la question de pourquoi tu es pas avec tes enfants, qui reste avec tes enfants. Bon, je prends ça avec un peu de tact. Tu dis, et toi, tes enfants, ils sont avec qui? Bah, avec leur mère. Bah, avec moi, ils sont avec leur père. Voilà, on n'en parle plus. Question suivante. Où effectivement, comme je rentrais dans un nouveau métier, où effectivement, la première réunion était à 6 heures pile et tu travaillais jusqu'à ce que fatigue s'en suive. Donc forcément, j'avais pas trop de temps de penser à tout ça. Ok. Mais Mais pendant 28 jours, quoi. ouais, pendant 28 jours. Mais c'est marrant parce que les premiers jours, tu arrives dans un milieu que tu connais pas et tout, donc tu te dis, bon, je vais travailler. Et quand je rentrais dans ma chambre, tu as quand même 15 minutes, tu te poses pour te changer et tout. Et là, systématiquement, c'était 15 minutes de pleurs, quoi. Tu pleures pendant 15 minutes. Et après, tu vas dormir. Et le lendemain, tu te réveilles, tu te dépêches parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Enfin, vraiment, dès que j'avais un petit peu de temps de libre, je ressassais. Du coup, je m'obligeais à ne pas avoir de temps de libre. Je m'obligeais à remplir mes pensées d'autre chose. L'idée, vraiment, c'était d'abord de guérir. C'était d'abord de guérir avant de chercher, avant tout débat de fond, j'ai envie de dire. Guérir d'abord.